Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce jeudi 21 octobre. Les titres développés ce soir sur TV7. Matinée de panique et d'inquiétude autour du collège Aturi à Saint-Pierre-d'Irube, au Pays Basque. Une alerte intrusion a été déclenchée ce jeudi matin. Exercice de simulation d'accident nucléaire à la centrale du Blayais. Ce jeudi, nous avons pu suivre l'exercice pour vous résumer dans un instant. Enfin, nous irons dans les Landes pour le retour de la chasse aux pentes, de nouveau autorisée depuis ce week-end. Enfin, notre invité ce soir, Nicolas Florian, conseiller municipal d'opposition Les Républicains et ancien maire de Bordeaux, avec qui nous ferons un tour d'horizon politique. La météo pour vendredi, retour du soleil sur la quasi-majorité de la Nouvelle-Aquitaine, même si quelques averses sont encore attendues l'après-midi du côté de Pau. Les températures iront de 13 à 19 degrés. Et on débute ce journal à Saint-Pierre-d'Irube, au Pays Basque. Moment d'inquiétude pour les élèves du collège Aturi après le déclenchement de la procédure d'alerte intrusion au sein de l'établissement. C'est à 9h ce matin que 3 élèves ont vu 2 personnes prier sur un tapis de prière avant d'entrer dans le collège et avec un sac sur le dos. Les services de gendarmerie ont immédiatement été mobilisés pour vérifier pièce par pièce le collège jusqu'à la levée des doutes à 13h30. Le sous-préfet de Bayonne, Philippe Lemoyne-sur-Zur, préfet, indique qu'aucune personne suspecte n'a été retrouvée dans l'établissement. Les élèves ont pu être évacués et ont été pris en charge par une cellule psychologique avant d'être remis à leurs parents. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bayonne. Depuis hier, le centre nucléaire de production électrique du Blayais est en plein exercice de simulation d'accident nucléaire. L'idée, tester les procédures de sécurité interne à la centrale pour tenter de contenir les conséquences du sinistre, notamment la radioactivité. Une partie de la population a même été impliquée dans cette simulation, un exercice obligatoire qui a lieu tous les 5 ans avec une particularité cette année. Le périmètre de protection des populations est passé de 10 à 20 km autour de la centrale. Franck Poirot. Exercice nucléaire. Veuillez sortir de vos domiciles et suivre la gendarmerie nationale. Un accident vient de se produire à la centrale nucléaire du Blayais. Des rejets de radioactivité dans l'environnement ont lieu. Les autorités doivent procéder à l'évacuation des habitants du secteur. Et ce sont ceux de ce hameau de Saint-Cier-sur-Gironde qui ont été choisis pour participer à cet exercice de simulation. Une sorte de répétition grandeur nature des procédures de sauvegarde et de sécurité à mettre en œuvre en cas d'accident nucléaire non contenu à la centrale du Blayais. Et tous ne se prêtent pas facilement à l'exercice. Pour que tout chez moi, je suis aussi bien à l'abri. Très bien, madame. Bonne journée. Mais c'est gentil à vous d'être passé. Voilà. Vous voulez pas venir? Comment? Vous voulez pas venir avec nous? Non. Finalement, après plusieurs minutes de discussion, cette dame se décide à suivre les gendarmes pour être évacuée vers un lieu sécurisé. La quinzaine d'habitants de ce hameau, les autres étant au travail, sont dirigés par convoi escorté vers une salle des fêtes de la commune. En cas de véritable accident nucléaire, ils seraient dirigés vers un des 8 centres de sauvegarde. Certains sont situés au nord de la métropole lourdelaise, les autres en Charente-Maritime, à côté de Saintes. Pendant ce temps, à Bro et Saint-Louis, les établissements scolaires sont eux aussi évacués. 250 écoliers sont dirigés vers les bus pour être mis en sécurité. Mais au total, ce sont 5 établissements sur l'arrondissement de Blaye et sur l'arrondissement de l'Esparmédoc qui ont joué, soit des mesures d'évacuation comme à Bro et Saint-Louis, soit des mesures de mise à l'abri et de confinement. Donc c'est à peu près 1000 élèves qui ont été concernés. En fait, les autorités, via cette répétition grandeur nature, souhaitent mettre à l'épreuve les moyens pour informer la population et les réflexes à avoir pour l'évacuer. Du côté d'EDF, où une centaine de personnes participent aussi à cette simulation, il s'agit de tester les procédures pour contenir un accident nucléaire au sein de la centrale. Dans le scénario retenu, un événement d'origine naturelle dont la nature n'est pas précisée, ouragan, tremblement de terre, tsunami, a mis à mal tous les systèmes de sécurité de la centrale, provoquant au bout de quelques heures des rejets radioactifs dans l'environnement, un scénario totalement improbable selon le directeur du CNPE du Blayais. Et nous devons aussi nous préparer en permanence à faire face à l'improbable, et c'est ce que nous faisons. Ce jeudi après-midi, cet exercice s'est poursuivi au centre opérationnel départemental de Bordeaux, l'idée de tester les mesures post-accidentelles. La partie impliquant la population s'est terminée autour de midi, avec l'élargissement en 2019 du périmètre de sécurité à 20 km autour de la centrale du Blayais. Ce sont 86 000 personnes réparties sur 2 départements, la Gironde et la Charente-Maritime, qui sont concernées par ces mesures de sauvegarde en cas d'accident nucléaire. La ville de Bordeaux participe, comme 140 autres villes européennes, à Nice, à la conférence internationale Sécurité, Démocratie et Ville. L'occasion pour les participants d'échanger sur cette question de la sécurité et de confronter leurs expériences. Bordeaux est une ville qui est historiquement membre de ce bureau du Forum français, quasiment depuis sa création, et elle participe à ce titre à son animation tout au long de l'année.
les équipes et services en lien avec la tranquillité publique, la sécurité, la prévention. D'abord, c'est avant tout l'occasion pour nous de découvrir des expériences et des projets innovants, mais également de confronter nos propres actions et pratiques avec des experts reconnus qui peuvent avoir un regard extérieur pour enrichir cette réflexion et même au-delà de notre pays, puisque de nombreux pays étrangers et européens sont parmi nous. Nous sortons à l'instant d'un atelier sur l'usage citoyen et démocratique de l'intelligence artificielle, notamment en termes de transparence des processus. Et je crois que M. Pierre-Mick l'a souvent dit, nous ne sommes évidemment pas adeptes du tout vidéo, et c'est intéressant pour nous de voir un usage qui est d'une certaine façon aux antipodes de celui que porte la ville de Bordeaux en étant aujourd'hui dans cette conférence à Nice. Nous sommes adeptes d'un usage qui soit maîtrisé, équilibré, et qui implique une approche éthique et citoyenne, notamment sur deux principes qui sont chers à la charte dont nous sommes signataires, qui sont la nécessité et la proportionnalité de cet outil. Voilà, et l'Assemblée nationale a donné... nous reviendrons d'ailleurs sur la vidéoprotection dans un instant avec notre invité Nicolas Florian. Je passe à l'autre sujet avec l'Assemblée nationale qui a donné cette nuit un premier feu vert au projet de loi vigilance sanitaire avec la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le projet de loi a été adopté par seulement 10 voix d'écart, 135 voix pour et 125 contre. Au bout de 2 jours de débat, le texte poursuivra son chemin parlementaire au Sénat le 28 octobre. Un amendement avait par ailleurs été déposé par le gouvernement afin de permettre aux chefs d'établissement scolaires de connaître le statut vaccinal de leurs élèves. L'ancien site Airbus de Langon qui accueillait les pièces en transit vers Toulouse de la 380 attendait un nouveau projet depuis l'arrêt de la production du gros porteur de l'avionneur européen. C'est l'entreprise Ademeur située à Langon qui a été sélectionnée par le jury de l'appel à projet, un projet qui prévoit l'installation d'unités de production d'éléments de maisons en bois et un recours au transport fluvial. Allez, partons dans les Landes à présent. Le 15 octobre dernier, le ministère de la Transition écologique a de nouveau autorisé la chasse traditionnelle aux pentes et à la matole pour plusieurs espèces d'oiseaux contre l'avis du Conseil d'État qui les avait jugées illégales. L'été dernier, la publication des arrêtés a aussitôt provoqué l'indignation des associations de protection des animaux, mais fait le bonheur des passionnés de ces chasses traditionnelles. En compagnie de son gendre et de ses 2 petits-enfants, Daniel retrouve sa cabane qui lui avait tant manqué. Dans cette famille landaise, la chasse à l'alouette des champs au filet, c'est une passion depuis des générations. Quand on voit arriver des alouettes, on siffle et on tire cette ficelle qui lève les appâts. Et dès qu'elles arrivent pour se poser ou qu'elles rasent les filets, on tire, on détend les filets et on va les chercher. La saison de l'alouette s'étale du 1er octobre au 20 novembre. Mais en août dernier, ce type de chasse avait été jugé illégal par le Conseil d'État au regard du droit européen. Ma femme s'est mise à pleurer, moi aussi. Et le jour où qu'on a appris que ça ouvrait, on a pleuré aussi, de joie, heureusement. Voilà, c'est tradition. Quand on est né dedans, je crois que le jour si ça doit arrêter, c'est un drame pour tout le monde. Hier, 8 nouveaux arrêtés permettant la reprise des captures de 5 espèces d'oiseaux ont été publiés au journal officiel. Ils ont été signés par le ministère de la Transition écologique. 6h du matin, ma fille Mélanie m'appelle et ça y est, tu peux. Allez, je ne suis pas venu avec les phares à mettre les filets, mais presque. Dans les Landes, le quota maximum d'alouettes attrapées au filet est fixé à 61 600. Mais certains chasseurs utilisent également ces petites cages appelées matoles. On ne peut pas empêcher que certaines personnes mal intentionnées, à partir du moment où c'est autorisé, s'en servent pour attraper d'autres espèces, y compris des ortolans ou des pinsons. Une méthode dénoncée par la Ligue de protection des oiseaux qui a déposé plusieurs recours. C'est la question du respect du droit. Oui, la protection de la nature est d'intérêt général, ça date de 1976. Et oui, il y a des espèces qui sont protégées, et oui, il y a des pratiques qui sont interdites. Et non, la tradition ne permet pas toutes les exactions. Le 18 septembre dernier, plus de 16 000 personnes avaient manifesté à Mont-de-Marsan pour défendre les chasses traditionnelles. On poursuit ce journal avec Jean-Pierre Dorian. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors demain, quelles seront les actualités développées dans le journal Sud-Ouest? On va bien évidemment reparler de ce fait divers au collège à Thury, à Saint-Pierre-d'Irube. Alors pour l'instant, on en sait, j'allais dire, chaque minute un petit peu plus, mais il y a une petite part de mystère autour de ce qui s'est passé donc dans ce collège avec cette intrusion donc que les forces de l'ordre ont géré du mieux. Ces 2 personnes qui auraient été vues en train de prier,
puis de pénétrer dans l'établissement. Donc d'où le gros déploiement de force qui s'en est suivi du côté de ce collège. Aujourd'hui, à cette heure-ci, c'est un peu mystérieux encore, donc on va essayer d'ici ce soir, j'espère qu'on en saura plus, parce que les 2 personnes en question sont toujours dans la nature. Voilà. Autre sujet, Jean Castex, c'est des annonces peut-être attendues. Bon, pour l'instant, je vous parle d'un journal virtuel, vous noterez, parce que tout ça, c'est encore en cours. Ce soir, on sait que donc, on le sait depuis peu, depuis le début de l'après-midi, le Premier ministre va intervenir en direct pour, a priori, des annonces donc, qui vont tourner évidemment autour de la flambée du prix des carburants. Pour la fin de la semaine. Absolument, donc ça précipite un peu le mouvement parce qu'effectivement la flambée se confirme pour la peine de minute en minute. Est-ce qu'il va être question de nouvelles fiscalités? Est-ce qu'il va être question d'un chèque carburant pour aider ceux qui en ont le plus besoin dans notre pays? On attend ce soir et vous découvrirez tout ça en exclusivité dans Sud-Ouest demain matin. Et puis une drôle d'aventure pour 3 garçons qui aimeraient revoir un homme politique sur le devant de la scène. Oui, alors ça c'est plus cocasse, c'est plus drôle, mais bon, il faut aussi qu'il y ait des histoires drôles un peu pour égayer le quotidien et notre quotidien préféré. C'est l'histoire d'un pari plus ou moins entre grands jeunes hommes potaches qui ont décidé entre guillemets, d'aller réveiller Lionel Jospin et devant selon eux, l'absence de candidat crédible à gauche, d'aller jusqu'à y compris, c'est prévu pour dimanche, normalement, d'aller sonner à sa porte à Ars-en-Ré. Donc ce sont ces trois grands jeunes hommes que nous sommes allés rencontrer, que notre reporter Sophie Carbonel est allée rencontrer pour raconter cette histoire. Et c'est un peu cocasse et drôle. En pleine campagne présidentielle, ça prend tout son sel. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc à lire dans les colonnes Journal Sud-Ouest demain et sur sudouest.fr également. On poursuit ce journal avec une escale nouvelle, les Antilles, depuis Bordeaux en vol direct. C'est désormais possible. Un nouveau vol Corsair reliera Bordeaux à la Guadeloupe dès cet hiver. L'opérateur s'installe pour la première fois à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac et ouvre une ligne hebdomadaire vers Pointe-à-Pitre. Bordeaux est une des principales villes de province pour le trafic vers les Antilles. Et deuxièmement, que le trafic vers Pointe-à-Pitre au départ de Bordeaux est plus important que le trafic vers Fort-de-France. Du 19 décembre, très exactement, pour le premier vol, jusqu'au 1er mai, le dernier vol. Bon, voilà, c'est un début. Après, en fonction du succès, on ne s'interdit pas, non seulement, bien sûr, de renouveler l'opération, mais d'étendre la période d'opération des vols. Notre objectif, écoutez, nous, on espère bien avoir un coefficient de remplissage d'environ 85%. Nous avons ouvert les réservations et on constate d'ailleurs depuis quelques semaines un certain emballement des réservations vers les Antilles, parce que les clients recommencent à se projeter. Je pense, si vous voulez, il y a une frustration accumulée durant 18 mois qui fait que les gens ont envie de voyager, ont envie de partir en vacances, ont envie de partir au soleil. Et on les comprend. Le groupe de téléphonie Orange et Alliance Forêt-Bois ont signé ce jeudi matin un contrat portant sur le financement de puits de carbone naturel en France. Ils permettront de séquestrer plus de 32 000 tonnes de CO2 sur l'Hexagone. Quand on est opérateur de télécommunications, on contribue à peu près à 0,5% de l'émission de CO2 à travers le monde, de par les usages. Et pour nous, 80% de notre émission de CO2, nous sommes capables aujourd'hui de la contraindre et de la maîtriser par des plans d'action où on maîtrise notre efficacité énergétique, notre mix énergétique. Et nous savons que 20% est incompressible. Donc l'objectif, c'est d'aller séquestrer et de contribuer à compenser nos émissions de CO2 en plantant des forêts à travers la France. Et c'est le partenariat que nous avons signé ce matin. C'est un partenariat qui est sur 30 ans, parce que la forêt, le temps de la forêt, c'est un peu celui des opérateurs de télécom, c'est un temps long. Et donc nous allons planter 260 000 arbres à travers la France qui, pendant 30 ans, vont nous aider à contribuer à la séquestration de CO2 sur tous les territoires. Vous avez une parcelle incendiée d'une propriété qui subit des dommages. Eh bien, aujourd'hui, c'est lui qui doit reconstituer sa forêt. Donc, ce financement va pouvoir reconstituer des forêts incendiées. Et puis aussi des forêts de châtaigniers de la Dordogne, par exemple, qui sont dépérissants. On va pouvoir reconstituer la forêt avec des chênes, avec des pins, qui vont pouvoir redonner une nouvelle vie à la forêt. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, Nicolas Florian, élu d'opposition et ancien maire de la ville de Bordeaux, avec qui nous ferons un point politique. Et puis à suivre le 19h Sport avec Bastien Loquet. Ce soir, comme tous les jeudis, c'est Sport Amateur. À tout de suite sur TV7.